Bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission de Lumière intérieure. J'ai le plaisir de recevoir un homme qui est à la fois compositeur, chanteur, poète, écrivain, conteur, homme de radio. Aussi, il vient de publier le récit de sa vie, J'ai pas fini mon rêve, sorti début novembre aux éditions Alba. Michel-Henri Gougaud est notre invité ce soir. Bonsoir Henri Gougaud. Bonsoir. En préparant cette émission, je me suis dit quelle casquette j'allais vous donner, parce que vous avez tellement de vie dans une vie. Vous avez commencé par écrire, par chanter, et puis après vous êtes devenu un homme de radio. Alors on va en parler, mais je me suis dit, vous auriez dû être prof de lettres, en fait, si on reprend. Ouais, si j'avais suivi le chemin qui m'avait été tracé, j'aurais été quelque chose comme professeur de français au lycée de Carcassonne, par exemple. Ce qui aurait été un très beau métier. Oui, d'autant que moi, je suis issu d'une famille d'enseignants. Ma mère était institutrice. Mon frère était instituteur. J'étais parti pour être un enseignant aussi. Mais il se trouve que ce n'était pas ça que je voulais faire. Et il se trouve que vous vous êtes donné les moyens de ne pas faire ça aussi. Non, je ne peux pas dire que... Non, je me suis donné les moyens, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Vous vous êtes donné la peine d'écrire, vous êtes donné la peine d'aller toquer aux portes, non, vous avez un peu... C'est pas la peine, ça. C'est pas la peine. Je me suis pas... non. Non, j'ai commencé à écrire, je devais avoir 14 ou 15 ans. L'âge où on se prend pour Rimbaud, quoi. Et donc, voilà, je me suis pris pour Rimbaud. Je me suis dit que comme un grand poète maudit, j'allais mourir jeune. Et puis voilà, ça s'est passé autrement. Mais enfin, voyez, moi, c'est l'âge... 15-16 ans, l'âge où les parents demandent aux enfants ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et moi, je leur ai répondu, je veux être poète. Et évidemment, ils m'ont dit, d'accord, mais à part ça. Et je leur ai dit, à part ça, rien. Alors c'est là qu'ils se sont beaucoup inquiétés. Mais bon, j'ai poursuivi des études sans vraiment les rattraper. J'étais uniquement préoccupé d'écrire des poèmes d'abord, des chansons ensuite. Mais voilà, je fais partie de cette génération qui s'est nourri l'oreille, l'esprit, le cœur, si à écouter la radio. Parce que chez moi, il n'y avait pas de télévision dans les années 50. Et donc, le soir, je restais l'oreille collée au poste de radio pour écouter des émissions de variété, des émissions de divertissement. Et dans ces émissions-là passaient Brassens, Gréco, Ferré, tous ces gens-là que j'écoutais avec une sorte d'enthousiasme. Je me disais, voilà, c'est ça que je veux faire, quoi. Et tous ces gens-là, quand vous êtes monté à Paris, que vous avez commencé à... Tous ces gens-là, vous les avez rencontrés et vous avez... Alors, Brassens, je ne sais pas si vous avez écrit pour lui, mais vous avez écrit pour Gréco. Brassens, il écrivait pour lui. Il n'y avait pas besoin. Ses textes, oui. Mais Juliette Gréco, Ferré, vous avez écrit pour eux. Oui. Ben, ça ne s'est pas fait tout seul. Ah non, bien sûr. Ça ne s'est pas fait tout seul. Mais enfin, en commençant, vous disiez que j'avais un assez grand nombre de casquettes. C'est pas comme ça que je l'ai vécu, moi. Moi, j'ai l'impression de n'avoir été qu'une seule et même chose, que de n'avoir jamais eu qu'une seule et même casquette. C'était la casquette de l'homme de parole. Je raconte des histoires, que ce soit en chanson, que ce soit à la radio, je raconte des histoires. Puis j'ai écrit des livres pour raconter des histoires. Voilà, je n'ai jamais fait que ça, qu'une seule chose sous des formes différentes, voilà. Et pourquoi vous aviez cette envie qui a chevillé au corps de raconter L'envie de raconter m'est venue sur le tard, et tout à fait par hasard. Non, j'avais au départ, mon premier moteur, c'était d'être un poète, voilà. Et je dois quand même, il me plaît, là, de rendre hommage à un homme sans qui peut-être les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. C'était un libraire
un libraire, Monsieur Castres, qui avait l'unique librairie de Carcassonne, et que quand je sortais du lycée, je passais toujours devant sa boutique, je le voyais toujours sur le pas de sa porte, un petit bonhomme chauve avec un nœud papillon, comme ça, qui regardait passer les gens. Et il n'avait pas grand monde dans sa librairie. Et moi, je m'arrêtais pour regarder les livres dans la vitrine. Et un jour, il m'a dit, ben, tu sais, tu n'es pas obligé de rester là, tu peux rentrer si tu veux voir. Tu regardes, tu n'es pas obligé d'acheter. Et je suis rentré et je suis tombé sur le rayon poésie. Et le rayon poésie, dans sa librairie, était occupé par des petits livres carrés d'une collection éditée par Pierre Segers qui s'appelait Poètes d'aujourd'hui. Et c'était des anthologies, des extraits d'œuvres de tous les grands poètes, depuis Baudelaire jusqu'à André Breton, enfin, tous ces poètes-là. Et je n'étais pas riche, je n'avais pas d'argent. Et Castres l'a vu, il s'en est aperçu. Il m'a dit, si ça t'intéresse, tu en prends un, tu le lis, tu fais très attention de ne pas casser le dos du livre, parce qu'il faut que je puisse le vendre avec, après, et puis tu me le rends, et tu en prends un autre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la poésie, moi. Et le premier poète que vous avez rencontré, c'était Desnos ? Le premier livre que vous avez emprunté ? Oui, c'était Desnos. Oui, c'était Desnos. Un peu pris au hasard, parce que je ne le connaissais pas avant. Grand poète surréaliste. Desnos qui écrivait, c'est tout bête à dire aujourd'hui, en vers libre. Voilà, c'est une poésie qui n'avait plus rien des carcans imposés par les poètes, comment dire, j'allais dire les poètes municipaux ou académiciens. Quoi. Ah, les académiciens officiels. Effectivement. Voilà. L'alexandrelle, l'octosyllabe, oui. Etc. Et je prenais un plaisir particulier à exhiber mon Desnos sur la table du cours de littérature française parce que je croyais que ça devait scandaliser mon professeur de français, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Mais vous avez déjà l'esprit un peu rebelle. Oui, voilà. oui, vous étiez... bien sûr. Oui, bien sûr. Attendez, je lisais de la poésie, des poètes que, j'allais dire que personne ne connaissait, si Rimbaud, oui, bien sûr. Mais enfin, des poètes qu'on ne fréquentait pas souvent ou volontiers dans les lycées provinciaux, quoi. Alors vous dites que vous n'avez qu'une seule casquette, celle de l'homme de parole, mais vous avez quand même plusieurs vies, parce que après, vous montez à Paris, vous commencez à écrire, vous commencez à chanter, alors vous mangez, vraiment, au départ c'est la galère, vous allez toquer aux portes, vous essayez de faire des scènes. Oui, c'est pas vraiment la galère. Non, c'est pas comme ça que vous l'avez vécu. Non, c'est pas vraiment la galère, parce que je vivais libre. Je vivais libre, enfin. Vous aviez choisi de vivre. J'avais choisi cette vie-là. Les choses que je connaissais à Paris, c'était les cabarets de la Rive-Gauche ou Saint-Germain-des-Prés. C'était pour moi complètement enthousiasmant. Je voulais être l'un d'eux. Évidemment, on peut considérer comme des galères le fait de chanter dans des restaurants, essayer de se faire entendre entre les plats qui vont et viennent. Enfin bref. Mais moi, je ne vivais pas ça comme une galère. Je vivais ça comme une expérience magnifique. Enfin, je faisais ce que je voulais. Je chantais mes chansons. Puis j'ai fait du cabaret, puis j'ai connu les gens, etc. J'ai fait des chansons avec les uns les autres. Enfin, bref. Et vous avez rencontré Maria Cazares, Juliette Gréco, oui. Ferrat, oui, Brassens. Bien sûr, oui. J'ai rencontré d'abord un cabaret qui s'appelait L'Écluse. Oui. L'Écluse où passait Barbara, qui n'était pas encore connue, et qui nous fascinait tous, bien sûr, oui. Et voilà, pas seulement Barbara, mais bien d'autres, enfin bon. Et l'Écluse a été mon port d'attache plusieurs années, comme ça. Je passais à l'Écluse, pour moi, qui avait, à l'époque où j'étais étudiant, que je venais à Paris occasionnellement, j'allais à l'Écluse voir le spectacle et je me disais à chaque fois, voilà, c'est là que je veux être. Et effectivement, j'y ai été.
Et puis vous avez découvert un monde que vous ne connaissiez pas, parce que vous avez écrit un livre, Démons et merveilles de la science-fiction, que vous êtes venu présenter à Matin au micro de France Inter. Vous avez fait une autre rencontre aussi. Celle de Claude Villers. Ouais. Ouais. Qui a marqué aussi votre... Ah ben comment, oui, comment. Disons que j'ai fait de la chanson, moi, jusqu'après mai 68, quoi, une dizaine d'années. En fait, une dizaine d'années, j'ai fait de la chanson. Et puis, après mai 68, qui avait quand même remué beaucoup de choses, les cabarets ont fermé, enfin, l'époque, c'était fini, quoi. Et il s'est trouvé que je faisais de la littérature, un peu de littérature alimentaire, si vous voulez. J'écrivais des bouquins touristiques, par exemple, des trucs comme ça. Et j'ai eu l'occasion, grâce à un éditeur, d'écrire un bouquin sur la science-fiction. J'étais un passionné de science-fiction aussi. Et de science-fiction et de mythologie populaire, et de contes, les deux. Et il m'avait semblé qu'il y avait quelque chose l'un était le fils de l'autre, quoi. J'en ai fait un bouquin qui a atterri par les hasards des services de presse sur le bureau de Villers à la France Inter. Il m'a invité à en parler. Vous deviez en parler 10 minutes, vous avez parlé 1h30, oui, et il a choisi de saucissonner votre interview oui, et d'en faire une série, en fait. C'est ça, d'en faire une série. Après, il m'a dit, si tu veux continuer, tu continues. Et puis, tout de suite après, il y a eu une nouvelle émission, Marche ou Rêve, où j'étais invité à raconter. Marche ou Rêve, c'était une espèce de visite de la France profonde, comme ça. Il y avait des reporters qui partaient au fond des provinces françaises pour rencontrer des gens comme tout le monde, et leur faire raconter leur vie, leur passion, leur métier, enfin bref. Et moi, dans ce cadre-là, tous les jours, je racontais une légende de la région visitée. Alors ça, en plus, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, vous, physiquement, en allant notamment autour de Carcassonne, essayer d'aller à la rencontre de ces gens qui portaient la culture populaire des contes et que vous avez recueilli. C'est ce travail de recueil, vous l'aviez déjà fait. Oui, enfin, j'ai fait ça, j'ai fait ce qu'on appelle du collectage, c'est-à-dire de la récolte de contes. La récolte de contes, c'est joli quand même. Oui. Et alors, donc 10 ans de radio quand même, hein. 10 ans de radio. Et justement, ça va pas. Je m'aperçois, tandis que je vous parle, qu'effectivement, mes périodes vont de 10 ans à 10 ans. Oui, j'ai pas dit que des bêtises. On peut saucissonner aussi votre vie. Alors après, il y a les contes. 79, premier succès, L'Arbre à Soleil. Vous avez quitté la radio. Et là, vous vous lancez, à la demande de gens qui aiment vous lire, sur scène, vous allez commencer à conter. Vous allez, voilà, vous devenez le troubadour que vous avez toujours rêvé d'être. Oui, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour cette période-là, pour les troubadours qui ont quand même été autre chose que des chanteurs fadas sous les balcons d'une fille. C'était aussi des colporteurs de la culture populaire. Non, les troubadours sont les inventeurs de l'amour-sentiment, du sentiment amoureux. Vous dites ça beaucoup mieux que moi. Ah non, mais c'est vrai, c'est capital, quoi. Ouais. Ils ont joué un rôle capital. On ne reconnaît pas ce rôle, on ne le reconnaît pas parce qu'ils étaient occitans, ils écrivaient en occitan. Et donc, bon, la culture était française, de langue française, et donc on ne les a pas reconnus à leur juste valeur. Mais ils ont inventé le sentiment amoureux qui est quelque chose qui est encore aujourd'hui fondamental dans la relation entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est même le fil rouge de la relation entre les êtres humains. On peut même étendre ça. Et puis l'amour courtois, effectivement, entre les hommes et les femmes. On pourrait en parler des heures de votre livre que vous adressez à votre fils Aurélien. Oui, c'est à lui que vous parlez.
Ah, c'est important parce que sans lui, sans Aurélien, je n'aurais pas écrit ce livre. Ouais. Je ne l'aurais pas écrit parce que, effectivement, j'avais eu une conversation avec un ami éditeur qui m'avait dit « Tu devrais écrire ta vie ». Je lui ai dit « Tu rigoles, je n'ai pas envie du tout, je ne parle pas de moi, je ne vais pas parler de moi. J'aime pas parler de moi, en fait. » On ne le dirait pas, effectivement. C'est bien parce que vous avez des choses à dire. Ouais. Mais voilà, puis j'en ai parlé à la maison comme ça, le soir où mon fils était là, et il me dit, mais tu es fou, il faut que tu le fasses, fais-le, tu as eu une vie étonnante, extraordinaire. Je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir eu une vie particulièrement rebondissante. Mais, et bon, à force, je lui ai dit, écoute, je le fais si tu le fais avec moi. Voilà. C'est ce que vous avez fait. On va en reparler de ce livre. On va s'arrêter là parce que l'émission est ainsi faite qu'on va rentrer dans une deuxième partie. On va vous proposer des mots et on va vous demander de réagir à ces mots. Oui. Ça passe vite avec vous. Hein, je suis bien d'accord. Surtout à vous écouter, ça passe très vite. Merci Henri Gougo. À tout de suite. Tout va bien Henri Gougo ? Tout va bien, oui. Alors, le principe de cette deuxième partie, je vous le disais, c'est qu'on va vous proposer différents mots à charge pour vous de nous dire ce qu'ils vous inspirent. Et le premier de ces mots, c'est résistance. Résistance. D'accord, résistance. Ben, ce mot m'inspire quelque chose de précis, puisque j'en parle dans mon livre. J'ai vécu mon enfance par temps de guerre, puisque j'avais 3 ans à la déclaration de guerre et j'en avais 9 à la libération. Et il se trouve que mes parents, ma famille, mon grand-oncle surtout, qui est mort à Buchenwald, ont fait, comme on disait, de la résistance, sont entrés dans la résistance, voilà. Et justement, j'aime pas trop les majuscules, mais c'est un mot, lui, qui mérite pour moi une majuscule, parce que c'était pendant la guerre, et ça ne peut me renvoyer qu'à cette époque-là, ce mot-là. C'était peut-être la seule façon, enfin peut-être pas la seule, mais enfin une façon de rester digne. Rester digne. Voilà, mon grand-oncle a été résistant, il a payé de sa vie. Mon grand-père, mon père et ma mère, mon père fabriquait des faux papiers d'identité pour les réseaux de la résistance. Enfin bref, voilà. Et ce qui je voudrais ajouter à ce propos que aucun de mes parents n'ont eu à se battre physiquement, quoi. Ils n'ont tué personne. C'est important parce que mon père et ma mère étaient très, très intéressés à l'époque par Gandhi. Ils étaient non-violents, ils étaient pacifistes. Et il n'avait qu'une peur, c'est d'être obligé de tuer. Or, ils ont résisté tout en restant pacifiques. Voilà. Et c'est ce dont je suis fier. J'y suis pour rien. Mais enfin, bon, ouais, j'aime ma famille aussi pour ça. Est-ce qu'on peut résister aussi à une forme d'esprit de l'époque, à une morosité ambiante? Est-ce que résister, c'est aussi ne pas accepter? Résister, c'est ne pas accepter sans examen. Voilà. Je dirais qu'il m'importe, il m'a toujours importé de résister à la pression sociale, de résister à ce qui nous est imposé par les modes, les manières d'être. Voilà. Il y a un jour précis, un moment précis. C'est drôle que vous me posiez cette question, parce que il y a un moment précis où cela m'est venu à l'esprit. J'étais lycéen encore, je devais avoir 16 ans, j'avais une petite amie qui était lycéenne comme moi, mais qui achetait le magazine Elle, et un jour on s'est retrouvés sur un banc de square en train de feuilleter Elle, et dans Elle, je ne sais plus à quelle rubrique, j'ai lu « Cette année, vous devrez aimer Vivaldi ».
Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi on me donne l'ordre d'aimer quelque chose? Vivaldi, très bien, formidable. Mais enfin, pourquoi cette année, je devrais, quoi? Et je me suis dit, attention, il faut toujours que ce que tu entendras de l'extérieur passe par par le filtre intérieur. Je veux dire, pour savoir si je ne veux pas me laisser, je veux bien accepter tout ce qu'on peut me dire, enfin pas tout, mais je suis ouvert à toute connaissance, à toute discussion, à toute découverte, mais je dois quand même me méfier, résister, oui, à une pression venue de l'extérieur, me poussant, me forçant, peut-être voulant me persuader que je dois aimer ceci plutôt que cela, voilà. Résister, c'est un peu exercer son intelligence? Je ne dirais pas ça. Pas son intelligence, non, pas son intelligence. Autre chose que l'intelligence. J'allais encore employer un mot un peu gros, sa dignité, voilà, c'est se respecter soi-même, quoi. Parce que j'ai la capacité, moi aussi, de concevoir des choses, d'imaginer, de prendre du plaisir à ceci plutôt qu'à cela. Je n'ai pas besoin qu'on me l'impose de l'extérieur. Le deuxième mot, Henri Gogo, c'est relation. Voilà bien un mot important pour moi. J'anime des ateliers de conteur et d'écriture et j'emploie souvent ce mot. Je le rabâche même parce que je suis convaincu que le conte, c'est l'art de la relation. C'est un art de la relation. C'est ce qui permet, raconter une histoire à quelqu'un, c'est ce qui permet de tisser entre la personne à qui l'on parle et celle qui écoute, de tisser quelque chose d'un ordre indéfinissable. De tisser, de rentrer ensemble dans une intimité qui ne peut pas vraiment être dite, mais qui est fortement ressentie. On ne peut plus se battre avec quelqu'un qui s'est ému à la même histoire que vous. Voilà. Il s'est établi quelque chose de l'ordre de la relation, l'ordre de la relation qui est bien autre chose que ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. La relation, c'est quelque chose d'intime et souvent de non dit, mais de fortement ressenti. Voilà. Ça me fait penser aussi à un ami qui est décédé maintenant, qui était jésuite. Moi, qui ai toujours été un mécréant notoire, c'était un bon ami. Et un jour, je lui dis, on discutait souvent, bon. Et un jour, je lui dis, enfin, qu'est-ce que tu trouves dans la Bible? Qu'est-ce que tu trouves dans la Bible que tu puisses utiliser pour ta vie? Et je me souviens, il est resté un petit moment pensif et il m'a dit, la reliure. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que, oui, c'était la reliure, ça nous avait amusés, mais enfin, c'est une manière d'entrer en relation avec quelque chose qui ne peut pas être dit. Quand on raconte une histoire à quelqu'un, on entre dans la relation et on éprouve quelque chose, un sentiment qui ne peut pas être dit. Ça, c'est... bien que mécréant, je pense ça, que c'est la manière dont la relation, c'est notre façon à nous, lui l'appelait la reliure, d'entrer en relation avec quelque chose ou quelqu'un qui ne peut pas être nommé. Parce que si on le nommait, on l'abîmerait. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut garder. Et le conte participe de ce jeu avec l'indicible. Vous voyez ? Enfin bon, c'est quelque chose dont on pourrait parler longtemps, mais effectivement, quand je fais un atelier de conteur, puisque, j'apprends, si tant est qu'on puisse apprendre, des gens qui veulent bien me faire confiance je les apprends à raconter.
pour entrer en relation, il faut être un peu nu, il faut être débarrassé de ces encombrements sociaux, désir de briller, des peurs aussi, trac, enfin toutes ces choses qui encombrent la relation justement. Il faut être aussi simple, aussi nu que possible pour qu'on éveille chez l'autre ce qui nous habite, nous. C'est-à-dire le désir d'être avec. Voilà. Plutôt que d'être contre. Vous dites aussi qu'il faut aimer les gens pour être un bon conteur. Pourquoi ? Oh ben, je ne vois pas comment vous pourriez raconter une histoire à quelqu'un que vous n'aimez pas. Et aimer les gens, il faut savoir, le mot amour est tellement... Enfin, il fait partie de ces mots valises à qui on fait dire ce qu'on veut, mais moi je l'entends dans un sens précis. C'est pas le sens définitif, je veux dire, on peut donner tous les sens qu'on veut à ce mot, mais pour moi, aimer les gens, aimer quelqu'un, c'est s'oublier dans la préoccupation de l'autre. On est dans l'amour dès qu'on s'oublie soi-même, on oublie ses propres problèmes, préoccupations, etc., pour se soucier de l'autre. Voilà. Voilà pourquoi l'amour de l'enfant, l'amour qu'on éprouve pour ses enfants, il est insurpassable parce que dès qu'on a un enfant, on est sans cesse dans sa préoccupation. Est-ce qu'il va aller bien? Est-ce qu'il ne sera pas malade? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, là on est dans l'amour. Et quand on raconte une histoire à quelqu'un, si vous vous préoccupez de vous-même, vous resterez enfermé dans vous-même, vous n'irez pas jusqu'à l'autre. Donc on est obligé d'aimer les gens à qui on parle. Mais enfin, quand je dis obligé, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est que ça va de soi. Il me semble. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux que les gens à qui je parle, que j'essaie de persuader de quelque chose, de raconter une histoire ou quoi, au moment où je leur parle, si je les aime pas, je fais quoi? On va passer au troisième mot, Henri Gougaud, qui est dimanche. Dimanche? Et pourquoi dimanche? Alors, je vais citer une interview que vous avez donnée, qui disait « J'ai grandi à Carcassonne, où mes dimanches ont une constante. Après être allée à la messe, ma grand-mère paternelle vient me chercher chez mes parents et m'emmène sur la tombe de son fils, décédé vers 11 ou 12 ans. » Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le dimanche, ma grand-mère, qui avait eu ce malheur-là de perdre un fils, un frère de mon père, qui devait avoir 11 ou 12 ans. Mais voilà, le truc, c'est qu'il s'appelait Henri et que j'allais tous les dimanches sur la tombe d'Henri Gougaud, ce qui me paraissait toujours un peu bizarre parce que il y avait sur la tombe médaillon, sa photo à médaillon, et je le regardais et je disais mais c'est quand même pas moi. Enfin bon, bref, j'ai jamais aimé les dimanches. J'ai jamais aimé les dimanches parce que en plus de ça, comme je n'étais pas un très bon élève, j'attendais toujours le dernier moment pour faire mes devoirs, pour apprendre mes leçons. Et il y avait ce dimanche au soir qui arrivait alors que je ne savais pas mes leçons pour le lendemain lundi. Et ça, c'était l'angoisse. Voilà, les dimanches au soir étaient angoissés parce que je pensais à... Parce que le lendemain, c'était lundi, quoi. Après, vous racontez vos dimanches dans cette même interview, les dimanches que vous passiez avec votre femme à Paris. Ouais. Vous peupliez ces moments. C'est vrai que le dimanche, forcément, c'est un moment, une plage de solitude, un moment où la vie se calme. C'est un temps de pause. Oui, enfin, je n'ai pas... enfin, une fois grand, une fois parti de la maison paternelle, je n'ai plus respecté
Les dimanches, je ne dirais pas que les... Oui, si, je peux dire que les dimanches étaient pour moi un jour comme les autres. Parce que je n'avais pas besoin de me reposer. J'avais pas besoin de me reposer. Je faisais exactement ce que j'avais envie de faire. J'écrivais des chansons. Alors bon, le dimanche, c'était... ou alors tous les jours, c'était dimanche. Moi, j'ai jamais eu le sentiment de travailler dans ma vie. J'ai eu cette chance inouïe, je le constate dans mon vieillage, de traverser la vie comme en contrebande, sans jamais avoir de patron, et en faisant ce que j'aimais faire. Et ce que j'aimais faire, c'était ça. C'était écrire, c'était raconter des histoires, c'était écrire des poèmes ou des chansons, mais pas pour moi, justement, pour la possibilité d'entrer en relation avec les autres, de les partager avec les autres. Voilà, donc, ouais, le dimanche, si j'avais un rituel quand j'étais à Paris, le dimanche en fin d'après-midi, j'allais avec ma femme, oui, dans une librairie qui s'appelait Le Pont Traversé et qui était rue... Alors, je ne sais plus si c'était rue de la Huchette ou rue Saint-Séverin, mais enfin, je crois que c'était rue Saint-Séverin, sur une librairie sur laquelle régnait un homme qui s'appelait Marcel Béalu et qui était un poète. Bon, qui est toujours un poète, bien qu'il soit aujourd'hui défunt, et qui avait une librairie prodigieuse. Il y avait des livres partout, jusque sur les marches de l'escalier en colimaçon qui montait à l'étage. Enfin, il y avait des livres partout. Et il avait le plus beau rayon de poésie que j'ai jamais connu. Voilà, donc on allait se baigner de livres dans la librairie de Béalu. C'était un des beaux moments du dimanche, oui. C'est vrai que c'est le dimanche, quand vous m'avez proposé ce mot, je me disais, mais t'as rien à dire sur le dimanche. Mais finalement, oui. J'ai du mal à croire qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez rien à dire, Henri Gougaud. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je pense que vous aimez les mots, qu'ils ont un sens pour vous et que du coup, il y a aussi dans la relation, dans la rencontre, dans tout ce qu'on évoque, cette envie de transmettre. Quand vous écrivez un livre pour votre fils, c'est aussi parce que il y a le désir de transmettre. Ah oui, la transmission, ça c'est très important pour moi. Oui, oui. Je crois qu'on se doit de ne pas couper le fil, de transmettre ce que la vie nous a appris, ce qu'on a pu vivre de bon surtout, ou de mauvais si on a pu en tirer les leçons, de le transmettre à ses enfants. Bien sûr, c'est idéal, mais pas seulement. Moi, dans les ateliers que j'anime, je transmets ce que j'ai appris, que ce que la vie m'a donné ne se perde pas. Voilà. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, que ça continue. Et que ça continue, et que ça se transforme, que ça se vive autrement, très bien. Mais effectivement... oui, il faut pas être de ceux qui coupent le fil de la vie. Enfin, il faut pas. En tout cas, je m'efforce de ne pas être celui-là. La liberté de ces jours-là, de ces promenades à Paris, c'est ce qui fait votre essence, la liberté, le plaisir d'aller où vous voulez, de faire ce que vous souhaitez. Enfin, c'est un peu ce qui définit votre vie, en fait. Oui, la liberté. Oui, je suis profondément libertaire. Oui, la liberté, ça m'importe. Ce n'est pas faire n'importe quoi. La liberté, ce n'est pas faire tout ce dont on a envie non plus. C'est se donner la capacité de faire ce que intimement on estime bon, on estime beau à faire. Voilà. Je pense aux gens que j'ai pu fréquenter sur la rive gauche, les artistes, les chanteurs, les auteurs. Il y en a qui sont devenus célèbres, il y en a qui ne le sont pas devenus, mais ils ont en commun
d'avoir goûté à la liberté, d'avoir volé dans le même ciel. Voilà. Et je ne parle pas du ciel mystique, je parle du ciel des oiseaux. Voilà. Il y en a qui ont volé plus haut que d'autres, mais on était dans le même ciel, c'est-à-dire que on était dans le même idéal, dans le même désir de faire ce qu'on aime faire. Voilà, ça me paraît important. Et puis en plus, ça me paraît être un cadeau, une faveur que la vie m'a faite, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de jouir de ça, de jouir de la liberté. Voilà. J'ai quand même une pensée fraternelle pour les gens qui ne peuvent pas jouir de la liberté. Moi, j'ai eu cette chance. Et vraiment, je peux en remercier la vie, oui. Je vous propose le 4e mot, qui est esprit. C'est un mot qu'on peut prendre sous différents angles, qui a beaucoup. Il y a le mot d'esprit. Est-ce que j'ai de l'esprit? Non, je ne crois pas. Donc ça, c'est réglé. L'esprit, surtout avec un E majuscule, ça renvoie à la mystique, à la religion. Je ne sais pas. Ce n'est pas un mot pour lequel j'ai une affection particulière. Je préfère avoir du cœur qu'avoir de l'esprit. Je préfère ce mot-là, le mot cœur, qu'au mot esprit. Je préfère, j'allais dire l'âme, mais je ne sais pas ce que c'est que l'âme. Je ne sais pas en quoi ça consiste. Voilà. Je ne sais pas où mettre ce mot. Je ne sais pas où le mettre. Je crois que nous sommes un peu doubles comme ça. Nous avons une intelligence rationnelle, mentale, une intelligence qui nous permet, qui nous a, depuis l'aube des temps, qui nous a permis de nous adapter, d'être le moins mal possible sur cette planète qui est quand même pas très hospitalière. Donc voilà, nous avons cette intelligence qui nous a permis de devenir ce qu'on est devenu. Et à côté de cela, l'appréhension du monde, voilà, on a un côté comme ça. Et de l'autre côté, on a une intelligence sensible. Une intelligence sensible, c'est l'intelligence de l'intuition, des intuitifs, des poètes, des raconteurs d'histoires. Voilà, l'intelligence sensible qui nous fait appréhender les choses par le flair, par les sens, on sent des choses. Voilà, la réalité fait partie du monde intelligent. La vérité fait partie du monde sensible. C'est quelque chose qui se ressent, la vérité, qui se flaire. Je pense à des poètes, aux plus grands poètes du monde, que sont pour moi les poètes soufis du XIIIe siècle, Attar, Rumi, etc. Voilà, Attar, le parfumeur, oui, il comparait Dieu, pour lui, Dieu c'était comme un parfum. C'était un parfum. Voilà, c'est-à-dire, on le sent, on essaie de le suivre et puis il se perd. Voilà, Rumi disait un peu la même chose, il disait que c'était une saveur. C'est la même chose. Alors, il est où l'esprit là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous dites que quand on raconte un conte, il y a quelque chose qui intervient qui est de l'ordre de l'esprit. J'ai dit ça. Oui, vous avez dit ça. Mais c'est que j'ai pas trouvé de mot plus juste. Mais voilà, je peut-être dit une bêtise, je ne sais pas. Vous vous sentez pas inspiré? Il y a pas quand on aime les mots comme vous les aimez, vous vous dites pas. Je connais pas ça. Peu de gens connaissent ça, mais cette forme d'inspiration qui fait que vous allez trouver le mot précis pour poser une histoire précise, une idée précise, comme une concordance. Ben, vous savez, ça se travaille, ça, quand même. Trouver le mot précis,
Oui, ça se travaille. Un conteur, un manieur de mots, un raconteur d'histoire, normalement, il dispose de plus de mots que dans la conversation courante. Il faut bien... il faut les mots pour dire les choses. Mais vous ne croyez pas en l'inspiration? Oh, je suis plutôt... je ne sais pas qui disait ça. Je crois que c'est Cocteau qui disait qu'un poème, c'était 5% d'inspiration et 95% de sueur. Je crois au travail. Je crois au travail plus qu'à l'inspiration. En tout cas, non, est-ce que c'est juste ce que je dis? Je ne sais pas. Parce que quand j'écris, oui, c'est le travail qui prime. Parce qu'il faut chercher le mot, il faut le trouver. Quand je raconte, c'est beaucoup moins vrai. C'est beaucoup moins vrai parce qu'on peut se laisser prendre par... et je me laisse prendre facilement par ce que Socrate appelait l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est-à-dire justement cette sorte d'exaltation qui vient quand on tient le bout de la queue d'une idée ou d'une vérité et qu'on essaie de la suivre, on acquiert cette sorte, cet enthousiasme, dit Socrate, qui nous permet de nous mettre en relation avec l'esprit. Voilà, les esprits, au sens animiste du terme. Voilà, les animistes, l'animisme, ce qui est probablement la plus ancienne religion de l'humanité, dit que tout est vivant. Voilà. Et que nous vivons dans un monde visible et qu'il existe un monde invisible qui est le monde des esprits. Et qu'on peut entrer en relation avec les esprits par cette sorte d'exaltation, d'enthousiasme qui fait que on se prend à dire des choses qu'on croyait qu'on ne savait pas. Vous voyez? Oui, dans ce sens, je pensais plus aux esprits qui nous accompagnent, enfin, dans la religion courante. On parle des anges, mais les anges, dans l'Antiquité, c'était des esprits. Voilà. Ces êtres-là, ces êtres dont on ne sait pas s'ils existent, dont on pense qu'ils n'existent pas, mais dont on ne peut pas se passer. Merci Henri Gogo. On arrive au terme de cette deuxième partie. Ne bougez pas, j'arrive. Je ne bouge pas. Tout va bien Henri Gogo? Ça va. Bon. Vous disiez qu'il faut bien se connaître soi-même pour être un bon conteur. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, pour moi, ça veut dire savoir de quel lieu en soi on parle quand on parle. Qui parle quand tu parles? Voilà, au fond, c'est une question que je pose souvent en atelier. Qui parle là? Voilà, si tu parles avec la peur, la personne ou le public que tu as en face va le sentir. Tu vas diffuser cette angoisse-là. Ça va se sentir. Et donc, il y aura ça entre toi, l'histoire, et la personne à qui tu parles, la peur. Voilà. Être le plus nu possible, le plus... C'est une très jolie définition du conteur, un homme nu, un homme ouais. qui se livre. Ouais. Ça va avec... Il y a quelque chose aussi qui fait obstacle, c'est la pudeur. Il faut pas être... il n'est pas nécessaire d'être impudique, mais d'être désarmé, oui. Il y a une forme d'humilité dans le fait de raconter. On baisse les armes. Désarmé, on a laissé tomber ses armes, on a laissé tomber se faire semblant. Il faut laisser tomber tout ce qui empêche d'arriver jusqu'à l'autre. C'est pour ça que un bon conteur, il a fait un travail sur lui-même. Moi, je sais de quel lieu je parle quand je parle. Et de quel lieu parlez-vous? C'est un lieu qui est dans l'enfance, c'est un lieu que vous pouvez situer ou c'est... Non, quand je dis de quel lieu, c'est pas tout à fait juste. Je veux dire, qui parle quand je parle? C'est plutôt ça.
parce que je crois qu'on est peuplé d'un tas de personnages qu'on appelle des défauts ou des qualités, l'avidité, la peur, le désir de séduire, en fait, toutes sortes de personnages, la colère, qui nous habitent, qui sont là, qu'il faut apprendre, et c'est ça le travail, qu'il faut apprendre à les identifier, à savoir qui parle quand je parle. Si je suis en colère, je peux être en colère et parler en colère, mais tout change si je le sais. Je sais que je suis en colère. Donc j'ai le pouvoir de dire à ma colère, tu te tires et tu me laisses parler. Voilà, par exemple. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est un peu schématique. Mais c'est ça. Qui parle quand je parle? J'essaie de faire en sorte, quand je raconte une histoire, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enjeu. Qu'il n'y ait pas d'enjeu, qu'il n'y ait aucun enjeu, que je veux dire, qu'il n'y ait pas cette préoccupation qui dit « attention, il va falloir que je sois bon, que je joue quelque chose, c'est important que, etc. » Avant de venir chez vous, là, je me suis un peu nettoyé. Je me suis dit, il n'y a pas d'enjeu, je vais parler avec quelqu'un, puis voilà, on va parler. Ça permet de garder la porte ouverte. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est un meilleur conteur à mesure que les années passent? Est-ce qu'un conteur, un vieux conteur, entre guillemets, est plus libre, s'expose, sait d'où il puise ses histoires mieux qu'un jeune? Dans pratiquement toutes les sociétés dites primitives que je connais, il y a un âge pour devenir conteur. N'importe qui ne peut pas se dire conteur s'il n'a pas l'âge. Chez les Peuls, par exemple, il faut avoir 65 ans. Avant 65 ans, tu ne racontes pas, parce que tu n'as pas l'expérience. Tu n'as pas l'expérience de la vie. Tu n'as pas à transmettre, tu ne peux pas... À 20 ans, qu'est-ce que tu transmets? Voilà. C'est moins grave dans d'autres pays. J'ai connu un conteur haïtien, par exemple, qui était un jeune homme, et qui venait d'Haïti et qui était venu me voir à Paris parce que, je ne sais pas, quelqu'un lui avait dit que bon, si tu veux raconter, va voir Google, un truc comme ça. Et il était venu me voir parce qu'il n'avait pas l'âge de raconter. Mais il voulait que je lui donne une sorte d'absolution, de lui dire que là, tu peux. Tu vois, il faut être adoubé. Adoubé. Voilà, oui. Dans les sociétés traditionnelles, c'est comme ça. Il faut être adoubé pour raconter. Oui. Et puis, quand on a été apprenti conteur, j'en ai connu des gens qui sont devenus conteurs après un apprentissage long. Des Siciliens, par exemple. C'est pas l'apprenti qui va décider que l'apprentissage est terminé. C'est le maître qui va le décider. Et on peut rester à l'apprentissage pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Pourquoi, Henri Gougaud, dans nos sociétés occidentales, on a tellement perdu ce respect des contes? Vous disiez dans une interview aussi, ce sont des histoires de bonnes femmes, on les raconte aux enfants, ça reste dans ce cercle de population peu lettrée. Pourquoi est-ce qu'on manque tellement de respect vis-à-vis de ces histoires qui sont des histoires de vie, des histoires de sagesse? Parce que c'est la littérature des pauvres. C'est la littérature des pauvres, les contes. Les contes, c'est la littérature des illettrés. Les contes, pendant très longtemps, et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Ils ont circulé, ils ont traversé les guerres, les pestes, les révolutions, les océans, enfin tous les obstacles possibles, et ils ne sont pas morts. Ils ont survécu et ils n'étaient portés pourtant que par la seule parole humaine. Et ils constituaient la littérature, la culture
des gens qui ne savaient pas lire. Les clercs savaient lire et écrire, et donc ils avaient le pouvoir. Le pouvoir a été toujours à ceux qui, culturellement, étaient ou se croyaient au-dessus des autres. Et donc, les contes ont d'abord été la littérature des illettrés, ensuite les hommes ont été alphabétisés avant les femmes, c'est devenu une histoire de bonnes femmes, voilà, qui étaient les nouveaux pauvres, puisqu'elles ne savaient pas lire encore, etc. Et puis quand les femmes ont su lire et participer à ce qu'on appelle la culture, c'était les enfants. Les illettrés, ceux à qui il fallait raconter des histoires. Mais ce n'est pas de la littérature enfantine, les contes. Non. C'est au contraire la sagesse ancestrale. Il suffit de relire ces contes, traverser les âges, comme vous disiez très justement. Les contes ne parlent que de la vie. Oui. Ils ne parlent pas du monde, pas du tout. Ils parlent pas du monde. Ils parlent de la naissance, ils parlent de la mort, ils parlent de l'amour, ils parlent des épousailles, ils parlent de toutes ces choses-là qui constituent la vie. Parce qu'on ne va pas me faire croire, la vie, ce n'est pas le changement de gouvernement. Hein. Ouais. C'est l'histoire d'amour que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Merci Hugo. On arrive largement à la fin de cette émission. Vous disiez en début d'émission que vous étiez un homme de mots. C'était ce qui reliait toutes vos casquettes. Effectivement, on peut le constater. Merci de nous rappeler à quel point les mots sont importants et qu'ils sont jolis à entendre, notamment à travers les contes. Je rappelle le titre de votre livre « J'ai pas fini mon rêve », sorti début novembre chez Albin Michel. Merci à vous. À très bientôt. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.